Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de Mondovision, votre émission géopolitique sur Radio J tous les dimanches à 16h05. Une émission que j'ai le plaisir d'animer en compagnie de l'historien et géopolitologue Alexandre Adler. Cher Alexandre, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous suivre sur votre radio évidemment, mais aussi sur les sites et applications de Radio J et en vidéo sur notre page YouTube. Alexandre Adler, la semaine a été marquée par la visite au Maroc d'une délégation israélo-américaine. Les États-Unis et Israël étaient représentés respectivement par Jared Kushner, le conseiller spécial et gendre du président Trump, et Meir Ben Shabbat, le conseiller à la sécurité nationale israélienne. Les trois parties ont annoncé la reprise des relations entre Israël et le Maroc, des relations bilatérales qui auront notamment des débouchés économiques prometteurs, notamment en matière touristique. Sur le plan diplomatique, néanmoins, Alexandre, il faudra se montrer un peu plus patient. Ce sont a priori des missions diplomatiques qui rouvriront d'abord leurs portes à Tel Aviv et Rabat, et pas encore des ambassades comme l'espéraient les Israéliens et les Américains. Alexandre Adler, malgré cette petite limite, est-ce qu'un grand pas a été franchi, a été fait cette semaine? C'est l'évidence. Il y a un grand pas qui est irréversible et qui est porté, bien entendu, aussi par la puissance, je dirais même directe, la projection que le pouvoir saoudien a réalisée avec le Maroc. On sait que, au fond, les plages marocaines et les grandes villes marocaines sont un peu la capitale d'été, un peu décentralisée de l'ensemble de la cour saoudienne qui, évidemment, avec la chaleur insupportable de la péninsule arabique, a trouvé une espèce d'Eldorado sur les côtes de l'Atlantique. Et donc, les liens entre la monarchie marocaine et la monarchie saoudienne, qui se pensent l'une et l'autre comme les véritables héritières d'un système monarchique qui convient visiblement au monde arabe et qui marche mieux que les dictatures militaires et les petits chefs brutaux, ont un aspect tout à fait bénéfique. L'autre aspect bénéfique que j'attends pour ma part, c'est bien entendu un rapprochement qui est inévitable entre le Maroc et l'Algérie. On sait que aussi bien le Maroc que l'Algérie sont deux pays quasiment frères. Enfin, c'est le même peuple, c'est la même composition, essentiellement de berbères arabisés à des degrés divers et de berbères qui se refusent à l'arabisation, Mais avec des identités nationales quand même très qui ont fortes. été extraordinairement exacerbées par la conquête française d'abord, qui a donné un statut même dans le cadre de la réunification que l'Empire français a fini par réaliser entre un Maroc qui a gardé sa monarchie et son traditionnalisme apparent, alors qu'il est plus moderne à certains égards, et une Algérie qui a subi durement la présence française et qui ensuite a connu une véritable guerre civile, dont les harkis sont encore aujourd'hui le témoignage, enfin, des traumatismes terribles, alors que l'Algérie est profondément liée à la France. Donc, tout cela a eu du mal à se dire, à se faire. L'Algérie a traversé ensuite une guerre civile atroce dans laquelle le Maroc n'a pas toujours été à la hauteur de la solidarité Dans les années 90. qu'il aurait dû avoir avec les laïcs algériens qui se battaient non seulement pour leur survie, mais pour beaucoup plus. Et puis, tout cela est en train de se résorber. Je mets beaucoup d'espoir dans le fait que les États-Unis vont ouvrir un consulat à Dakhla, c'est-à-dire à la pointe extrême sud aujourd'hui du Maroc, puisque l'ensemble du Sahara a été annexé. Mais Dakhla, au début, avait été donné à la Mauritanie, qui ensuite n'a plus eu les moyens de la conserver. Et au fond, j'ai toujours dit à mes interlocuteurs marocains et algériens que Dakhla pourrait être une ville internationale, c'est-à-dire une ville algéro-marocaine. Et que d'une certaine manière, il faudrait mettre une espèce de wali, de gouverneur tunisien, qui ne serait ni d'un côté ni de l'autre, pour permettre au fond à l'Algérie, elle a toujours voulu cela, d'avoir un débouché vers l'Atlantique, ce qui serait très important pour elle. Et en même temps, cette réconciliation se répercuterait peu à peu dans les deux peuples. Et bien entendu, on pense qu'un homme comme Bouteflika, qui eut l'humiliation de se faire refuser un poste de fonctionnaire marocain, car il était d'Oujda, la région frontalière, mais en fait il vivait à Tétouan,
eh bien, aujourd'hui, peut être dépassé. Nous n'en sommes plus là. Aujourd'hui, Tioufik Ben Ammar Medienne et l'ensemble des militaires comme le général Touati connaissent très bien le Maroc, mais n'ont pas ce ressentiment que la famille Bouteflika a toujours entretenu avec le Maroc. Et inversement, je pense aussi qu'au Maroc, il n'y a plus aujourd'hui cette peur, cette crainte révérentielle de l'Algérie qui n'a pas de fondement, alors que le Maroc, est en train de devenir un grand pays industriel. Donc je Alexandre, pense que, effectivement, Dakhla, c'est peut-être cela que j'espère le plus. Et si Israël et les États-Unis peuvent apporter leur contribution à cette réconciliation maghrébine, ce sera une très très bonne chose. alors cette semaine, Meir Ben Shabbat a invité le roi Mohamed VI à se rendre prochainement en Israël. Est-ce qu'un déplacement du monarque marocain à Jérusalem aurait selon vous une importance à la fois politique, diplomatique et symbolique majeure? Je ne veux absolument pas jouer les rabat-joie, mais d'abord, ce n'est un secret pour personne, l'état de santé du roi ne lui permettra probablement pas de faire face à un déplacement aussi compliqué. Et deuxièmement, je pense aussi que dans l'état actuel des choses, il ne faudrait pas que la diplomatie marocaine donne le sentiment de l'emporter tellement, de manière tellement spectaculaire sur la diplomatie algérienne. Tout ce qui humilie l'Algérie ne peut pas profiter au Maroc, Et et inversement. je rebondis, Alexandre, sur ce que vous venez de dire, c'est très intéressant puisque tout récemment, le ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, s'est félicité justement de la discrétion de la diplomatie marocaine ces dernières années pour rétablir ces liens Mhm. avec Israël. Cette méthode des petits pas à la marocaine, si vous me permettez l'expression, est-ce que finalement c'est la plus efficace dans le contexte que l'on connaît dans le monde arabe? Dans l'état actuel des choses, étant donné que les Marocains se déplacent dans une maison de verre, et il ne faut pas casser la vaisselle. Par contre, il y a des pays qui, curieusement, peuvent aller plus vite et mieux. Bon, on a parlé du Soudan, par exemple. Ce ne serait pas idiot, parce que c'est aussi une ouverture vers l'Afrique. On parle même Mais du Pakistan, oui, qui est alors ça, c'est une absolument autre. extraordinaire. Là, c'est bien entendu, mais c'est une autre affaire et très importante, effectivement. Mais n'anticipons pas. Ce que je crois, en revanche, tout à fait à l'ordre du jour, je vais alors faire sursauter nos auditeurs, mais c'est vrai, c'est la Libye, qui est un non-État, bien sûr, aujourd'hui éclaté entre une Cyrénaïque qui regarde toujours, qui a toujours regardé vers l'Égypte, avec le général Haftar qui lui-même n'est pas en très bonne santé, mais enfin qui va diriger depuis Benghazi la partie orientale de la Libye, et puis aujourd'hui, eh bien, le fils de Kadhafi, Saïf al-Islam, qui bien sûr porte un prénom, le sabre de l'islam, qui nous fait pas très peur, nous fait un peu peur, mais qui en réalité est certainement, de tous les hommes politiques de la région, un des plus audacieux dans son rapport à Israël, et un des plus favorables aujourd'hui à un geste spectaculaire. Et si Saïf se déplaçait alors lui en Israël, ça n'a rien d'impossible. Et là, par contre, ça ne lui coûterait rien du tout. Et nous serions ainsi en mesure de nous débarrasser, une fois pour toutes, des islamistes libyens qui sont actuellement acculés dans Tripoli et dont on voudrait aujourd'hui qu'ils disparaissent purement et simplement, pas violemment, mais qu'on tourne la page de cela. Saïf me semble entièrement capable de le faire. Il est Donc le courageux, Soudan, peut-être le Pakistan et même donc demain éventuellement la Libye, mais selon vous. parfaitement. C'est-à-dire nos ennemis. Et bien entendu, quel est l'intérêt des réconciliations? C'est de se réconcilier non pas seulement avec ses amis, comme le Maroc, qu'il a toujours été, mais avec nos ennemis. Et là, c'est possible, c'est absolument possible. Et c'est lorsque ce genre de mouvements auront eu lieu que nos partenaires musulmans palestiniens d'Eretz Israël vont comprendre qu'effectivement, s'ils veulent un État, et il est tout à fait légitime qu'ils le veuillent et qu'ils l'obtiennent, ça passe eux aussi par ce soulk, cette vraie réconciliation. Salam, faux amis, si j'ose dire. En arabe, c'est la trêve. Alors bon, comment shalom est devenu salam en arabe, ça c'est une autre affaire. Mais en tout cas, c'est ainsi. Alors beaucoup d'Arabes pleins de bon sens savent qu'il faut faire la trêve, arrêter le djihad. Il ne s'agit pas d'arrêter le djihad, il s'agit de faire le soulk, c'est-à-dire slicha en hébreu,
C'est quand on s'étreint entre deux frères qui se sont longtemps opposés et qu'on mis fin à la guerre interminable. On tire un trait. C'est ce que dans la tragédie d'Eschyle, on appelle les Euménides, c'est la réconciliation, la fin des luttes familiales inexpiables. Ça, c'est possible, mais ça passe probablement par un encerclement, non pas militaire, mais diplomatique, des extrémistes palestiniens de l'extérieur. Soudan, Pakistan, vous avez dit tout à fait, ça c'est encore bien au-delà, c'est la question de l'Inde, mais aussi Algérie et certainement aussi, je le pense profondément, Turquie, Iran. Ces normalisations successives et annoncées et espérées pour les prochains mois et les prochaines années constitueraient des succès, en tout cas constituent d'ores et déjà des succès diplomatiques historiques à la fois pour Donald Trump aux États-Unis et pour Benjamin Netanyahou en Israël. Pour Donald Trump, en tout cas pour sa fille préférée, qui est mariée à Jared Kushner, certainement Trump a compris que maintenant c'était fini pour lui. Il part président des États-Unis, il n'est pas déshonoré, mais enfin, il pense surtout à l'avenir de sa fille et de Jared Kushner, et il a raison. Et là, je pense en effet que si ce couple joue un rôle fondamental dans la diplomatie américaine actuelle, par exemple au Maroc, par exemple en Égypte, par exemple au Pakistan, là oui. On pourra dire qu'il aura laissé une trace diplomatique Et là, majeure. il y aura une possibilité pour Jared Kushner, sinon d'être le véritable candidat républicain. Je pense que Mike Pence a plus de chances Dans parce 4 qu'il ans, a été le vice-président dans 4 ans. Mais enfin, à moins que Trump revienne à je la ne connais charge. pas le futur là. Mais Trump ne reviendra pas. Il a décidé maintenant de laisser la place à la génération d'après. Et là, je pense que effectivement, le couple de Ivanka et de Jared Kushner, c'est un couple qui a un avenir politique. C'est incontestable. Comme la famille Clinton, finalement, s'est installée. Les Américains, évidemment, qui ont d'abord été des républicains contre la monarchie britannique, sont en train de créer des familles royales, des familles princières. Je ne suis pas enthousiasmé de cela, hein, bien sûr. Mais après tout, si cela apaise les États-Unis, et si ça nous a évité déjà une guerre civile américaine, cette violence qui était prête à sourdre, pourquoi pas? En tout cas, aujourd'hui, il est certain que la famille Trump a un avenir, et elle le doit aussi à la très belle bataille qu'a menée Donald Trump, où finalement Joe Biden a été élu, mais on ne peut pas dire que Trump a été complètement battu. Et le fait que, tout en faisant un peu de simagrée, il ait laissé Biden se faire introniser à peu près normalement, et aujourd'hui on s'en rend compte, est en train de laisser des chances, non pas à lui, mais à sa famille. C'est ainsi. Et on verra cette intronisation officielle de Joe Biden le 20 janvier prochain. Alexandre Adler, la question de la normalisation avec Israël, vous le disiez, est au cœur de questions profondes et d'interrogations dans le monde arabe ces temps-ci, y compris et peut-être d'abord en Arabie Saoudite. Vous nous aviez sensibilisé régulièrement ces dernières semaines sur les tensions au sein de la cour royale saoudienne autour de cet enjeu. D'un côté, la vieille garde, si j'ose dire, avec le roi Salman et le prince Turki Al-Faisal, opposés à une déconnexion de cette reconnaissance de la question palestinienne. Et puis face à eux, le prince héritier Mohammed Ben Salman, soutenu notamment par le prince Bandar Ben Sultan, qui soutiendrait en coulisses la constitution d'un axe Riyad-Washington-Jérusalem. Est-ce, selon vous, Alexandre Adler, un problème générationnel, même si Bandar a dépassé les 70 ans? Et surtout, est-ce que ces tensions peuvent entraver, au moins pour un temps, le développement de ces discussions entre Israéliens et Saoudiens? Curieusement, comme vous l'avez remarqué, l'Arabie saoudite, qui a la terre sainte de l'islam à la Mecque, a exactement la même politique confuse, véritablement combat de nègres dans un tunnel. Maintenant, ce n'est pas bien de le dire, donc on va dire combat de je ne sais pas quoi dans un tunnel. En tout cas, la vie politique israélienne et le semblant de vie politique saoudien est à peu près le même. On a des mouvements browniens, avec des personnages qu'on aimerait voir disparaître, mais qui continuent, un peu comme des chewing-gums là, qui s'accrochent. Néanmoins, le phénomène fondamental derrière tout cela,
c'est Bibi Netanyahou. Bibi Netanyahou a empêché, non pas le nucléaire iranien, il ne pouvait pas l'empêcher, mais en tout cas, il a ralenti de telle manière et il a désorganisé le pouvoir iranien de telle sorte que finalement, les élections iraniennes seront libres et elles le seront disputées et la démocratie est en train de prendre un essor en Iran comme on n'en avait jamais vu, et cela grâce à l'extraordinaire grand ayatollah d'Irak, je dis bien d'Irak, Ali Sistani, qui est lui-même un Iranien pur sang, et qui est plébiscité aujourd'hui par les mollahs les plus ouverts. Ils sont d'une grande majorité des représentants du clergé iranien. Donc la situation est en train de se faire. Et donc, dans ces conditions, l'alliance entre l'Arabie saoudite et Israël, qui repose sur deux hommes forts, donc Bibi en Israël et Adel Djouber en Arabie saoudite, est solide. Elle est de plus en plus solide. Et il y a encore 2 ans, j'ai vu le moment où Adel Djouber allait être tout simplement assassiné par les adversaires de la politique de rapprochement avec Israël. Aujourd'hui, nous en sommes loin. Et donc, je pense que nous avons aujourd'hui une dynamique en Arabie saoudite, mais il y a exactement comme en Israël, beaucoup d'abrutis et beaucoup d'excités qui vont essayer de mettre des bâtons dans les roues et de ceci et cela, et le frère et le cousin. Bien sûr, à la fin des fins, je ne pense absolument pas que l'Arabie saoudite ait l'intention d'aller contre l'alliance israélienne qui se fait, parce qu'elle est fondamentalement nécessaire, non pas seulement pour s'opposer à tel ou tel, surtout pas à l'Iran, mais d'abord en faveur du développement. Ce qui s'est fait à Nehoum lors de la visite au sein du golfe d'Aqaba avec Israël, c'est en fait des accords fabuleux entre l'argent saoudien, il y en a encore un peu, et celui du Golfe, parce que les Émiratis en ont bien davantage, puisqu'ils n'ont pas les mêmes problèmes de population, de croissance de la population et de guerre au Yémen, et puis Israël. Et ce que Israël peut apporter, ce n'est pas la bombe atomique à l'Arabie saoudite, bien sûr, mais par contre, toutes les technologies israéliennes qui sont aujourd'hui fondamentales. Alexandre, on va terminer avec la politique israélienne, j'allais dire last but not least. Pacifique. Et pacifique. La Knesset a été dissoute, on l'a suivi évidemment tout au long de la semaine sur Radio J, faute d'un accord sur le budget. Les Israéliens seront donc de retour devant les urnes en mars prochain, avec face à eux un paysage politique particulièrement fragmenté. Les défections se multiplient au sein du Likoud de Benyamin Netanyahou comme de Kahol Lavan. On va peut-être assister pour la première fois à un match interdroite entre Benyamin Netanyahou d'un côté et de l'autre Gideon Sa'ar ou encore Naftali Bennett. Israël peut-elle, selon vous, tourner une nouvelle page de son histoire politique au printemps prochain ? Mais il n'y a plus de parti politique israélien déjà, étant donné la géographie qui est en train de et qui est instantanée, parce que tout ça va encore bouger et tout cela. Enfin, il n'y a plus de parti politique israélien. Et ce que l'on voit par contre, c'est un centre très solide qui est aujourd'hui autour de Bibi Netanyahou et de Yossi Cohen, qui visiblement est son successeur désigné, l'ancien patron du Mossad. Le futur ex-chef du Mossad. Voilà, et puis évidemment d'une gauche, la gauche militaire, qui était celle en fait, et dans laquelle Gabi Ashkenazi, qui a été un homme très important au fond dans la mutation de cette gauche militaire israélienne, et probablement peut-être encore plus que d'autres en mesure de la réorganiser. Et on annonce également un grand avenir politique à Gadi Eisenkot, qui est aussi un ancien chef d'état-major israélien. Voilà, tous ces généraux qui ont fait de la politique et qui sont assez jeunes quand même pour continuer à en faire. Bon, je pense qu'ils rassembleront autour d'eux l'ancien parti des kibbutzniks en réalité. Et puis, ce qui est un peu d'extrême gauche, mais qui a besoin de vivre un peu dans l'establishment. Et bien entendu... Et puis cette droite aussi portée par Gideon Sa'ar, l'ancien numéro 2 du Likoud, qui menace... Ceci permet, parce que cette droite elle-même n'a pas, à mon avis, une possibilité de gouvernement. Et Gideon Sa'ar et Naftali Bennett, à un moment donné, sont condamnés à s'entendre. Mais eux-mêmes, justement, plus ils sont à droite,
et plus Bibi Netanyahou apparaît comme à gauche, ou En tout plutôt au cas, plus centre. centriste. Ce qui était déjà, disons, la spontanéité de son vrai maître, Moshe Arens, qui est, je le L'ancien rappelle, ambassadeur oui, mais d'Israël aux avant, États-Unis. c'est le seul juif américain qui a fait son alia en 1947, qui est allé se battre. Enfin, il y en a eu quelques volontaires aussi. Mais Moshe Arens est resté dans la vie politique israélienne, c'était le seul américain. Alexandre Allaire, c'est déjà la fin de ce numéro de Mondovision. Merci beaucoup d'avoir décrypté pour nous cette actualité géopolitique. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur nos sites et applications, radioj.fr. Une émission également disponible en vidéo sur YouTube. À dimanche prochain pour un nouveau numéro de Mondovision. Merci Alexandre. C'est moi qui vous remercie. À bientôt.